Comment ça va, Laurent? Eh ben, ça va très bien. Tu passes une bonne Et soirée? toi? Eh ben ça va bien. Écoute, je suis très très content de te recevoir pour ce live. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de te recevoir. Alors pour la petite histoire, on s'est rencontré avec Laurent il y a un an maintenant. C'était au TEDx Agro Paris Tech. Et on était tous les deux speakers. On a fait tous les deux un petit talk lors de cet événement. D'ailleurs, à ce sujet, tant que j'y pense, dans le chat, les amis, vous verrez de temps en temps le bot qui va donner le lien du talk de Laurent. Comme ça, après le live, ça vous permettra de découvrir un petit peu ce monsieur qui, ma foi, que j'apprécie énormément. Donc, je suis très très content de pouvoir le recevoir ce soir et de pouvoir un peu échanger de science avec lui. Et puis lui présenter quelques tours, bien évidemment. Bah écoute, Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, ton parcours, tout ça, tout ça. Ok, alors Laurent Chevalier. D'abord, je suis très flatté et très content que Damien m'ait proposé de passer la soirée avec vous. Euh, euh, une petite remarque aussi, c'est que j'adore la magie. Depuis tout petit, j'ai eu une petite euh, boîte de magicien. Je n'ai jamais réussi aucun tour. Sauf peut-être escroquer les gens en leur faisant croire que je savais des choses, et donc c'est peut-être ça qu'on va faire ce soir. Donc j'ai 58 ans, j'ai trois enfants, je fais de la recherche en physique fondamentale, et donc je suis un expérimentateur, ça veut dire que je suis pas foutu de faire un calcul sans me tromper, et en tant qu'expérimentateur, je ne suis pas foutu de faire une mesure sans me tromper non plus. Mais c'est un des grands principes de la recherche en physique, c'est normal de se tromper, on fait essai-erreur, c'est un peu comme ça. Et puis, ben, j'ai rencontré Damien au cours de ce TEDx où j'ai été scotché par ses tours Oh. de prestidigitateur, et donc, en fait, on a gardé un petit contact. Et bon, bah, ce soir, voilà, j'ai assez dit, Ah, c'est 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 OK. parfait. Non, moi, je suis suspendu à tes mots, Laurent, toujours, toujours. Alors, du coup, ce soir, les amis, on va parler de pas mal de choses. Donc, on va évidemment parler un petit peu de boson de Higgs, hein, bien sûr, parce que voilà, comment ne pas parler de boson de Higgs avec toi? On va parler d'accélérateur de particules, on va toucher quelques mots sur la physique quantique. On va parler de sciences en général. Puis j'ai envie aussi un petit peu de discuter d'illusionnisme, de science, d'esprit critique avec toi, parce que bah, c'est des choses qui sont très liées, sur lesquelles bon, on a déjà eu l'occasion de discuter. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous les amis, voilà, ce qu'on a déjà pu un petit peu échanger avec Laurent. Et puis bon, de toute façon, on a toujours plein de choses à se dire. Et donc voilà, très heureux en tout cas de t'avoir parmi nous ce soir. Juste avant de commencer notre discussion, je te propose une première petite chose, un premier petit tour. Ça va te rappeler des souvenirs, je pense. C'est un de mes petits classiques. Euh, j'ai un jeu de cartes ici, et dans ce jeu, je revérifie la carte, j'ai retourné l'une d'entre elles. Ok. Alors, c'est mon petit classique. Pour commencer cette soirée, on va essayer de se synchroniser, Laurent. Et je vais essayer peut-être, d'essayer de t'influencer pour que tu retrouves la carte qui est retournée à l'intérieur de ce paquet. Ok. Ou OK. peut-être te donner l'illusion que. Je sais pas, je sais pas. Alors, on va le faire par élimination. D'accord. Est-ce que selon toi, ce serait plus une carte rouge ou une carte noire? Alors, tu vois que cet étui est rouge, c'est peut-être pour t'influencer à choisir une carte rouge. Mais dis-moi ce que tu veux. Est-ce que tu penses que c'est une rouge? Est-ce que tu penses que c'est une noire? Ben, je sais pas ce que c'est, mais on va choisir une couleur. On va dire noir, par Le exemple. noir, très bien. Alors, je sais pas si tu as vu, ici il y a un pic dessiné Oui. sur la boîte. Et très souvent, je sais pas pourquoi, quand les gens choisissent les cartes noires, ils choisissent le pic. Mais tu peux aussi choisir le trèfle. Qu'est-ce que tu préférais? Peut-être le pic, comme ce qui est ici, ou le trèfle? C'est toi qui vois. C'est vrai que j'ai tendance à choisir le pic, donc Intéressant. gardons cette couleur. Très bien, très bien. Alors du coup, dans les cartes à pique, on a les cartes à points de l'assaut 10 et les cartes figures du valet au roi. T'es d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu Tout à préférais? fait. Est-ce que des cartes à points? Est-ce que ce serait plutôt une figure? Sachant que dans les cartes à points, t'as plus de choix. Mais c'est toi qui vois. Ce serait quoi? Je vais prendre le 2 de pique. Directement. Ok, le 2 de pique, c'est intéressant. Pourquoi le 2 de pique? Ça t'est Parce venu? que 2, c'est le seul nombre pair et premier à la fois. Ah, c'est beau. Et on commence direct là. Je te remercie de m'aider pour cette soirée placée sous le signe de la science. Non mais merci beaucoup. Le 2 de pique. Laurent, est-ce que tu veux changer d'avis? Non, non. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé.
C'est Super. fait. Alors, je vais sortir les cartes le plus lentement possible. Ok. Donc, bien évidemment, on est en direct, hein. Bien évidemment. Je vais délicatement sortir les cartes. Je montre à la caméra qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Je vais me rapprocher un peu. Voilà, pas d'autres cartes. Hop. Toutes les cartes sont face en l'air, sauf une carte. Alors, je vais vraiment aller jusqu'au bout. Ok. Je montre vraiment jusqu'au bout. Sauf une carte qui est face en bas. Tu m'as dit le 2 de pique, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Laurent, si la carte qui est ici, c'est le 2 de pique? Eh ben, je suis convaincu que tu m'as escroqué, Ouais. que tu es extrêmement bon en manipulation de cartes et que tu as attendu que je choisisse le 2 de pique pour astucieusement, de façon magique pour moi, parce que je n'ai absolument rien vu, c'est magique, que tu astucieusement mettes le 2 de pique là. C'est ça que j'aime chez Laurent, c'est sa manière de raisonner en magie. J'adore ça, parce que effectivement, on a ici le Bravo, 2 de pique et des applaudissements pour Laurent dans le chat, bien bravo, évidemment. Ça commence bravo par à le chapeau. toi, bravo, chapeau, hein. Chapeau, Merci, hein. merci à toi. Bah écoute, au moins comme ça, voilà, on commence bien, on commence fort, comme ça va être une bonne soirée. Ça va être une bonne soirée. Alors écoute, je dis juste un petit peu bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Bonjour à tous, bonsoir à tous en tout cas, bonsoir Totime, salut SDR, salut Sam, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre. Alors bien sûr, tout au long de la soirée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me ferai un plaisir d'en sélectionner pour les poser à Laurent. Il y a vraiment aucun souci avec ça. Donc, bah Laurent, écoute, commençons dans le vif du sujet. Alors, moi je t'avoue que l'année dernière dans l'attente de te rencontrer sur ce TEDx Agro Paris Tech, moi j'étais tout jeune quand le boson de Higgs a été détecté, parce qu'il faut dire détecté, parce qu'il avait été découvert, enfin, tu vas peut-être nous en parler. Observé, hein. Observé, voilà. Tu vas peut-être nous en parler. C'était en 2012. Moi, je me souviens, j'étais en première. Non, j'étais en seconde en 2012 et je me souviens de mon prof de maths qui avait fait son cours en fait autour de cet événement et c'est vrai que moi ça m'avait marqué parce que j'avais été fasciné par l'histoire de ce fameux boson et bah, du coup est-ce que tu peux un petit peu nous raconter cette histoire du boson de Higgs? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les impacts Alors, scientifiques de... euh, bon, d'abord, on va discuter de recherche fondamentale, donc il n'y a pas Je t'en prie, d'impact direct. Et on pourra discuter de ce que sont les impacts indirects, les side effects, bien sûr. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des radios quand ils se cassent une jambe, des IRM, des scanners. Donc il y a tout un pan de la médecine, par exemple, qui est directement une conséquence de tout ce qu'on peut développer en physique fondamentale. Mais parlons juste du boson de Higgs. En fait, dans les années 60, les gens avaient fini par avoir une description de la nature qui était relativement satisfaisante. C'est-à-dire que on était passé, disons, de la table périodique que tout le monde connaît, où il y a 80, 90 ou 100 éléments qui représentent tous les atomes avec lesquels tout est construit autour de nous. Et donc, à partir de ces 90 ou ces 100 atomes, on a pu démontrer qu'en fait, il y avait 6 objets fondamentaux qui sont la matière et qui sont d'un côté 6 quarks et puis de l'autre côté 6 leptons. Alors, les plus connus, il me faut 2 quarks U et D pour construire un proton et un électron. Puis quand j'ai un proton et un électron, j'ai un atome d'hydrogène. Et puis quand j'ai un atome d'hydrogène, je construis n'importe quel Bah, atome. c'est parti. Ok. Voilà. Donc, en fait, dans les années 60, ce que je viens de vous décrire, excusez-moi, était à peu près clair dans la tête des gens. Et donc, en physique, on a souvent des modèles. Les modèles, ils servent principalement à prédire des choses. Et donc, par exemple, le plus simple, c'est les lois de Newton. Donc, Newton voit tomber une pomme, il en déduit qu'il y a une force d'attraction qui est locale entre la pomme et la Terre, d'accord? Il décrit ça de façon théorique. Mhm. P égale mg, par exemple. Le poids est égal à la masse fois une constante. Et cette constante, elle dépend de la masse de la Terre, de la masse de l'objet Ce qu'on a tous appris au et collège. de la distance. Voilà. Et donc, avec ça, en physique, à partir du moment où on a une théorie ou un modèle, on fait des prédictions. Et Mhm. la prédiction la plus simple qu'a fait Newton derrière, c'est la position des planètes dans le ciel.
Et donc, on voit que une observation locale permet de faire des prédictions un peu plus globales sur l'univers à côté de nous, quoi. Donc, c'est la Ok. même chose avec le boson de Higgs. Dans les années 60, on avait un modèle qui était extrêmement prédictif, très bien, beaucoup de qualités au sens où il nous permettait de prédire et de mesurer avec un très bon accord mesure et calcul un certain nombre de choses, mais il avait un défaut fondamental, tous les objets étaient sans masse. Or, il se trouve que l'électron, depuis Rutherford, on l'a pesé, au sens, je mets des guillemets parce que c'est pas tout à fait vrai, mais disons qu'on connaissait le poids d'un atome, le poids d'un proton, le poids d'un électron, et qu'il n'y avait pas de raison que la théorie nous dise que ces objets étaient sans masse. Et il y a un monsieur, enfin ils étaient plusieurs, Brout Engler, un Belge, deux Belges et un Écossais, Higgs. Le terme boson de Higgs est resté parce que dans le papier de Higgs, qui fait 2 pages, hein, qui est lisible, D'accord. c'est c'est lisible. C'est pas forcément limpide, mais disons que c'est en 2 pages, tu peux comprendre. Et il parlait déjà du quantum de champ, qu'on appelle le boson de Higgs. Mhm. Et donc, grâce à ces gens-là, ils ont proposé un mécanisme de brisure de symétrie. J'en dirai un mot juste après parce que c'est important. Bien sûr. Et cette brisure de symétrie induit l'existence d'un nouveau champ, le boson de Higgs. Et ce nouveau champ, par son interaction avec toutes les particules existantes, permet que chaque objet ait une masse définie. Et donc, en 64, ces gens-là ont dit, bah, écoutez, en fait, vous devez chercher cette particule, parce que si elle existe, hein, toute notre théorie est hyper cohérente. Mhm. C'était même quasi obligatoire. C'est un peu comme dans une église romane. Dans les églises romanes, il y a la voûte, et la voûte ne tient que par une clé de voûte. C'est-à-dire c'est une unique pierre qui est mise au dernier moment et qui pousse tout en contrainte et qui fait que Belle ta voûte métaphore. tient. Ouais. Le boson de Higgs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas été là, il fallait jeter toute la théorie, toutes les mesures, recommencer de zéro. Et donc, les gens ont mis 40 ans à construire des détecteurs, des appareils photographiques en fait. Et ces appareils photographiques, en 2012, ont réussi à voir non pas un événement, parce que la nature est probabiliste et donc il faut en voir beaucoup. Donc on en a vu quelques dizaines d'abord, quelques centaines, aujourd'hui c'est quelques milliers. C'est des objets qui sont assez dont la désintégration est prédite. On n'observe jamais directement ce genre d'objet. On D'accord. n'observe que les produits de désintégration. Et donc, on D'accord. a pu confirmer l'existence de ce champ, de ce boson. Et donc, la théorie, tout à coup, s'est avérée extrêmement cohérente et extrêmement solide. J'ai été long et chiant, non? Non mais c'est non non mais écoute c'est super intéressant. Moi je suis absorbé par tes dires. J'espère que le chat est aussi. J'espère que... Ah, on n'est plus que 3. Ah oui, Non, non, ils tout sont va tous bien. partis. Tout va bien, on est encore tous là. Merci beaucoup, Abonné Grosse, pour le follow. Merci beaucoup. Première question, du coup, qui me vient par rapport à ce que tu dis. C'est quand même. Il y a eu un temps, quand même, extrêmement conséquent entre le moment où, justement, on théorise, si je puis dire. En tout cas, on émet une hypothèse sur le fait que ce boson puisse exister. Et quasiment, ça fait 60 40 ans, ans. 40 ans plus tard, on le détecte. Et comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bah, il y a peut-être une erreur dans le modèle de base, Oui, voilà, comment ça on se se dit passe à tout ce le temps, niveau-là? il y a des erreurs. En fait, euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y en a des problèmes techniques. Euh, ces problèmes techniques, euh, on n'est pas capable de produire suffisamment d'énergie, on ne savait pas quelle était la masse de l'objet, il y avait plein de problèmes divers et variés qui fait qu'on était un peu dans le brouillard. On était convaincu que si la théorie était cohérente, ce que toutes les mesures semblaient nous montrer, on devait le trouver, cet objet, mais on ne savait pas à quelle masse. Donc on a construit un appareillage spécifique. Or, pour D'accord. construire cet appareil spécifique, il a fallu maîtriser des champs magnétiques extrêmement intenses. Donc, typiquement, c'est le genre de side de produits qui a donné lieu aux IRM qui ont des champs magnétiques de l'ordre de 1 à 3 Tesla. Donc, il a fallu produire des champs magnétiques intenses, des aimants en grande quantité pour les installer dans un accélérateur qui fait 27 km de long, à 100 mètres sous terre. Donc, il a fallu le construire. Ensuite, il a fallu construire des aimants qui étaient extrêmement robustes, au sens, ils ne devaient pas, on appelle quencher, mais disons tomber en panne. D'accord. Il a fallu en Quench. construire de l'ordre de 10 000.
Ok. dont certains font 15 mètres de long, 35 tonnes. Tout ça est Ah oui. à moins 270 degrés Celsius, est à 1,9 Kelvin. C'est probablement l'endroit le plus froid de la galaxie, voire de l'univers. Ok. Et donc, il a fallu du temps et de l'argent pour faire ça. Et donc, on a fait un appareil en se disant, on a fait un appareil photographique. En fait, on en a fait deux. Parce qu'en physique, on n'a jamais confiance dans son collègue ni dans ses voisins. On a confiance en personne. Et Le c'est que des doute. paranoïaques en physique. Et donc, on a construit deux appareils photo. Ok. Alors, ces appareils photo, ils sont exactement comme ceux que les gens ont dans leur smartphone. C'est-à-dire que dans un smartphone aujourd'hui, pour 200 euros, tu as un appareil qui fait, on va dire, 20 mégapixels. Bon, ok. Alors les deux appareils photo qu'on a fait, nous, ils font pas 20 mégapixels, ils font plutôt euh, 90 mégapixels. Ah ouais, Ils sont ok. 5 fois plus, avec une résolution 5 fois plus grande. Et en D'accord. fait, la différence fondamentale, c'est qu'ils prennent des photos toutes les 25 nanosecondes. Sur un smartphone, tu vas prendre une photo toutes les secondes. Si Mhm. vraiment il est performant, peut-être toutes les demi-secondes. Ok. Nous, on prend des photos toutes les 0, tu mets 8 zéros et un 1. Et C'est donc, énorme. on prend des photos à la nanoseconde. Ok. Donc, on prend des milliards de photos par seconde. Et, Et donc, ça met un certain temps à se mettre en place. et du coup, ce genre d'appareil, ça a été conçu expressément pour Oui, l'accélérateur. Ça a été vraiment conçu pour ça. voilà. Moi, il y a 20 ans, enfin en 1995, Ouais. quelque chose comme ça, j'ai un de mes collègues, un de mes chefs, qui a dit bon, faut faire un truc comme ça pour mesurer le Higgs. Donc, il a mis autour de lui 3-4 physiciens. Donc, on s'est mis à faire des calculs. On appelle ça souvent des simulations. C'est-à-dire qu'on fait des calculs, on fait des codes, des gros codes informatiques. Et on a produit un certain nombre de calculs qui montraient qu'on pouvait observer le boson de Higgs entre telle et telle masse, Ok. entre 100 fois la masse du proton et 1000 fois la masse du proton. Donc, on a dit, nous, D'accord. notre appareil, il est capable de faire ça. Donc après, on a passé un certain temps à convaincre les hiérarques qu'il fallait nous donner 125 millions de francs suisses pour faire la chose. Donc, ça met un petit peu de temps. Tu m'étonnes. Alors, évidemment, le projet en lui-même, pour donner un ordre de grandeur aux gens, c'est important. Ouais. C'est un projet qui a coûté, je dirais, de l'ordre de 3 milliards d'euros. Ah ouais. Ah, On va j'ignorais dire complètement le chiffre. 1,5 milliard d'euros pour l'accélérateur et 1,5 milliard d'euros pour les expériences. D'accord. Alors, ces 3 milliards d'euros, il faut les mettre en perspective. Alors, je donne toujours cet exemple. D'abord, on a mis 20 ans à faire la chose, d'accord? Donc, c'est 3 milliards d'euros sur 20 ans. D'accord. Oui, Et bien sûr. l'exemple qu'on donne en général, c'est ce que coûte ce genre de choses, c'est un café par an et par Européen. Ok. Donc, s'il y a C'est bien de parmi les mettre ça gens en qui nous perspective. écoutent, il y a quelqu'un qui trouve que je suis payé à rien faire, tu lui me donnes son adresse, je lui paye un café, donc je lui rembourse le café qu'il a donné, C'est et tous beau. les ans je le ferai. Comme ça, je serai plus tranquille et lui aussi. Et l'autre exemple qui est assez simple, c'est que donc le monde, la totalité de la planète a dépensé 3 milliards pour faire ces expériences. Quand je dis la totalité, Hmm. ça veut dire évidemment, on va dire l'Europe, les États-Unis, le Japon, je dirais les Occidentaux de façon générique, mais également plein de pays comme l'Inde, comme le Pakistan, comme le Maghreb, comme tous les pays du Maghreb. Il n'y a pas un pays qui n'a pas participé. Ok. Ça Et a alors, été les gens vraiment. participent de deux façons. Soit vous êtes un pays riche et puis, ben, comme la France, vous payez Laurent Chevalier et il va travailler sur place. Ouais. Soit vous êtes des pays où c'est plus compliqué la recherche fondamentale, mais par exemple, le Pakistan a fourni de l'acier. Et cet acier nous a permis de faire des boucliers pour protéger nos détecteurs. D'accord. Le Forcément. Brésil a participé à la construction d'un détecteur bien spécifique. Donc, chaque pays soit était capable de donner, je dirais, de l'argent, par exemple comme la Mhm. France, elle a donné de l'argent en direct, Mhm. ou elle a donné la possibilité à les physiciens de travailler sur place, où elle a développé des technologies assez évoluées, enfin assez complexes pour pouvoir faire les mesures. Et tous les autres pays ont pu donner soit des gens, des techniciens, des ingénieurs, soit des matières premières. Il y a un exemple typique, il y a deux expériences. Moi, j'ai travaillé sur une des expériences et sur l'autre expérience, il y a besoin de cuivre. Forcément, on a besoin de cuivre, c'est un conducteur, ça coûte assez cher. Eh bien, ces gens-là se sont arrangés avec les Russes
pour récupérer des douilles de, de comment dirais-je, pas de fusil, mais de canon, D'accord, des tonnes de douilles de canon qu'avaient gardé les Russes de la guerre 40-45. d'accord. Tout ça a été fondu, c'était d'un excellent cuivre et ça a permis de faire des détecteurs, des conducteurs pour for free, juste le déplacement Waouh. et le fait de fondre, voilà. C'est beau cette coopération internationale, c'est incroyable. Ça, même pendant la guerre froide, dans les années 50-60, au CERN, les Russes pouvaient continuer à venir discuter physique avec les Américains sur place. Comme quoi la science, c'est quelque chose qui peut fédérer et Ouais. qui peut emporter. Alors, et d'ailleurs, ça me fait penser à une question. À quel moment, donc, dans toute cette, dans ces sommes qui sont quand même importantes, à quel moment comment dirais-je, le politique intervient? C'est-à-dire que à quel moment un pays, parce que forcément c'est à l'échelle d'un pays, est-ce que c'est uniquement les chercheurs, du coup des scientifiques indépendants qui choisissent, qui ont forcément des budgets qui, je pense, sont alloués par des États à un moment donné? Et du coup, comment justement, quand on est scientifique, on justifie, parce que par exemple, je pense au rover, la Persévérance qui s'est posée sur Mars. Je sais que les scientifiques disaient que c'était une priorité depuis un moment. Et justement, comment est-ce qu'on en arrive à se dire, OK, on met l'argent pour le faire et on le fait? Alors, disons qu'il y a des pays comme comme l'Europe ou les États-Unis ou le Japon où les gens font de la recherche fondamentale en permanence. Il y a des budgets récurrents. D'accord. Ces budgets récurrents, ça sert juste à payer mon salaire, ça sert à payer le salaire des gens. Maintenant, quand on décide de faire une expérience, en général, on fait des documents, plus ou moins, comment dirais-je, les premiers documents qu'on a faits faisaient quelques dizaines de pages. C'était un calcul sur un coin de table en disant, si on fait un truc, il faut faire ça. Donc après, les gouvernements, les politiques en général disent, bah, vous êtes bien gentil tout seul au fond de votre labo à Saclay, essayez de voir s'il y a d'autres gens qui sont d'accord avec vous. Ouais, Donc en général, on crée des collaborations. ouais, bien sûr. Donc en général, c'est des collaborations avec des physiciens qui se connaissent déjà. C'est très facile. On s'écrit, on connecte. Je veux dire, moi, j'ai commencé à bosser dans la recherche fondamentale en 1987 ou 8. D'accord. J'avais déjà un mail, Internet existait, on a inventé le web au CERN. Tout ça, c'était à l'époque pour discuter entre physiciens du monde entier en disant si je fais ça, tu t'en penses quoi? Oui, je vais demander la même chose à mon labo, je vais demander la même chose à la hiérarchie de mon labo, la même chose aux politiques. Donc, tous les gens se mettent en groupe. Et alors, par exemple, si tu veux, moi j'ai commencé à bosser en 95 sur l'expérience sur laquelle je travaillais, Ouais. Atlas. Et en 97, c'est-à-dire 2 ans plus tard, on était un groupe de 400 ou 500 physiciens dans le monde. On avait écrit 2000 pages. Donc ces documents, ça remonte dans toute la hiérarchie de tous les États. Et puis les États disent, bon, on va faire un effort, ils ont peut-être raison, on va leur donner un peu d'argent. Et ensuite, ça s'organise comme ça. Ouais, Donc si tu veux, c'est d'abord un calcul sur un coin de table. ok. Ensuite, tu contactes tes collègues autour de toi dans tes labos, en France, en Europe, aux Ouais. États-Unis. Tu finis par faire une collaboration qui tient la route. Tu écris D'accord. un document dans lequel tu décris à la lettre tout ce que tu sais, tout ce que tu vas faire. Ouais. Et puis ensuite, ça, c'est jugé par d'autres physiciens qui considèrent que c'est pas que des stupidités. Et puis tout ça monte dans la hiérarchie et puis on finit par te donner de l'argent. Et forcément, tout ça, ça doit être long. Ça doit être des C'est long, processus. Ouais, forcément. très très long. Forcément. Surtout quand tu me dis cette échelle du café par européen, c'est quand même c'est incroyable. Disons C'est que rien. si tu veux, euh, je crois que Internet, bon, ce qu'on fait là ensemble, Ouais, d'accord? ouais. Internet, c'est estimé, ça, ça, ça rapporte tout ça, une espèce de budget annuel de 1000 milliards. 1000 Quand tu milliards mets en perspective, par an. c'est. Ouais, par an, bien sûr. Et nous, on a dépensé 3 milliards sur 20 ans. C'est incroyable. Enfin, Alors, je fais une parenthèse. Forcément que Google ou les grosses boîtes comme ça auraient fini par inventer l'hypertexte et Internet tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Mais il se trouve que c'est quand même nous qui l'avons mis en place. Et j'ai fait partie des bêta-testeurs où rien ne marchait, tout plantait, etc. Donc, si tu veux, il y a évidemment une dépense non négligeable. On me paye tous les mois que je travaille ou pas. Donc ça,
il faut quand même que l'État soit riche, qu'il y ait un système d'une certaine confiance dans l'organisation. Mais en même temps, il n'y a pas un outil électronique qui n'utilise pas un transistor. Un transistor, si tu veux comprendre comment ça marche, c'est de la mécanique quantique de base. Donc, si tu ne l'as pas fait, tu ne fais pas des téléphones avec Bien des sûr. puces. Voilà. Bien sûr, il y a des priorités, des choses à. Je suis en train de regarder. Alors dans le chat, il y a des gens qui veulent partager s'il y a des gens qui veulent partager des petits liens, des choses comme ça. Les liens sont bloqués dans le chat, donc n'hésitez pas à me les donner en chuchotement pour que je puisse les diffuser dans le chat ou en MP sur Twitter. Voilà. Excuse-moi Laurent, c'était juste une petite Non, pas de problème. petite parenthèse. Je voudrais faire Oui, une remarque. vas-y, je t'en prie. C'est pas pseudo-politique, mais aujourd'hui, on est dans Vas-y. une situation où tu fais un truc par Internet, ou que tu fais une télévision. Ouais. Je pense que c'est principalement dû, de mon point de vue, à cause du confinement et du Covid. Ouais. Bon. Ouais. Alors, tout ça est tout à fait naturel, le Covid, enfin on pourrait discuter, peu importe, mais il faut être quand même absolument estomaqué. Les gens ne se rendent peut-être pas compte que trouver un vaccin en moins d'1 an sur un truc comme ça, c'est l'apocalypse totale. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a une armée de gens qui déjà avaient une information de base importante, que cette armée de gens, on leur a donné de l'argent infiniment. Comme quand tu vas sur la Lune Évidemment. en 69, tu fais ça à budget infini. C'est Sinon, ça marche pas. C'est incroyable. Voilà. Enfin, Et donc, on a fini par faire un vaccin. Alors maintenant, il y a des problèmes divers et variés. Je suis d'accord, mais il faut que les gens se rendent compte qu'il y a une prouesse technique absolument démentielle. Tu vois, je ne parle pas de mon domaine, je parle d'un truc qui est un vaccin. Et donc, pour ce que j'en lis, pour ce que j'en comprends, c'est vraiment dément. Voilà. Et c'est là aussi qu'on voit quand on investit dans des choses, voilà, dans du progrès technique et c'est incroyable le genre de choses qu'on peut faire. Voilà. Et c'est une preuve que justement alors, la science, on va dire le progrès technique en général, mériterait qu'on s'y attarde un peu plus. Et peut-être, alors bon, je sais pas, c'est peut-être un peu utopique mais peut-être que justement après cette crise, il y a peut-être une prise de conscience. Il faut l'espérer, que ça soit politique, que ça soit au niveau citoyen, mais justement la recherche a besoin de fonds pour avancer et que c'est sous-représenté. Disons que je pense qu'il y aura peut-être une prise de conscience. Des politiques, j'ai un doute, mais en tout cas des citoyens. Et si tu veux, moi, il y a un problème qui m'intéresse ou auquel je suis très attaché, c'est le problème du climat. Ouais. Oui. Et donc, si tu veux, j'ai l'impression que de plus en plus de gens autour de moi sont sensibles à ces problématiques de climat qui sont vraiment un vrai problème. Alors, c'est pas un problème pour moi qui ai 58 ans et qui vais mourir, Évidemment. mais c'est probablement un problème Enfin, pour évidemment. toi et tes enfants. Évidemment, mais bien sûr, Laurent, bien sûr. Et donc, excuse-moi. je pense qu'il faut s'y pencher, s'y intéresser, et on doit faire ça de deux façons, comment dirais-je, de deux façons simultanées. D'une part, il faut que les gens comprennent qu'il faut être plus résilient dans la dépense d'énergie qu'on a chacun. J'invite tout le monde à aller suivre les cours de Jean Covici des mines. C'est facile, hein, tu tapes Jean Covici les mines, cours sur le climat. Tu as deux solutions, soit tu te tapes les 20 heures, et là tu en sais plus que tout le monde, soit tu t'en tapes 8 heures ou 1 heure. Tu tapes Jean Covici, il fait plein de présentations. Et ça te donne des ordres de grandeur. Et les ordres de grandeur, je vais juste vous en donner un parce que ça me paraît important. Un clampin comme moi, Laurent Chevalier, il dépense l'équivalent de 200 travail d'un homme de Néandertal. C'est-à-dire que je suis chez moi, j'ai de l'électricité, je me chauffe, j'ai un ordinateur, j'ai une voiture. Je dépense l'équivalent par jour de 200 personnes. C'est ce qu'un Européen fait. Un habitant des États-Unis, c'est 400. Donc, on n'est pas 8 milliards ou 7 milliards et demi sur Terre. On est 8 milliards fois 200. Bon. Et donc, il y a un problème de quantité d'énergie à disposition sur la planète. Et il faut donc, le premier point, c'est prendre conscience qu'il faut réduire sa quantité de dépenses d'énergie. D'accord ? Quand je dis réduire sa quantité de dépenses d'énergie, ça peut être
moi j'ai arrêté de prendre l'avion parce que je suis un écolo radical, mais euh, la voiture, ça c'est de l'énergie directe. Euh, Isoler sa maison, ça c'est important. Mais après, si tu veux éviter d'acheter du plastique, de la bouffe sous plastique, il vaut mieux aller acheter des produits frais, enfin un tas de détails comme ça. Et le deuxième point, Ouais. c'est probablement de donner un peu d'argent aux gens qui travaillent sur le climat pour essayer d'améliorer, d'affiner les modèles. Et c'est pas qu'ils vont pas trouver de solution, hein. Ils vont continuer à prédire ce qui va se passer, mais de façon de plus en plus précise. Les gens auront de plus en plus confiance et donc probablement les gens finiront par s'adapter. Je finis, j'arrête de parler de climat, c'est fini, je Vas-y, m'excuse. je Pas vais même bien rapide. rebondir dessus, donc vas-y. Tu peux y Vas-y, aller. vas-y. C'est Non, non, intéressant. mais bon, c'était voilà, c'était mes 2 points, c'était que chacun prenne conscience qu'il y a un problème et change sa façon de vivre. Et deuxième point, bah, il faut essayer de convaincre les gens d'investir dans la recherche sur le climat. Alors, aussi, une remarque par rapport à ce que tu dis, quelque chose qu'on entend énormément. Il y a aussi un lâcher-prise, je pense, de la population par rapport à ces questions d'énergie, à ces questions à l'échelle de l'individu où justement tout le monde peut faire des efforts. Mais c'est vrai que très souvent, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, c'est à côté, donc là je me mets à la place d'un citoyen lambda qui peut dire ce genre de choses. Je vois un industriel, je vois des bateaux de croisière, je vois qui eux polluent à puissance, mais enfin Oui, c'est même pas c'est les ordres de comparable. grandeur. Et du coup, par rapport à ça, je crois qu'il y a il y a un vrai blocage par rapport à ça chez les gens en disant moi à quoi ça sert que je fasse l'effort, bah, comme tu le disais par exemple, de ne pas acheter mes fruits sous plastique. Qu'est-ce que moi je vais faire? Ce sera juste une goutte d'eau par rapport à tout ça. Et Alors, comment on peut faire tu as justement parfaitement par raison. rapport à ça? Tu as parfaitement raison. Et moi, souvent, les gens me disent, bah oui, mais un navire de croisière, je crois que ceux qui sont à l'arrêt en ce moment à Marseille, en une journée, juste pour maintenir les batteries, hein, c'est pas pour naviguer, hein. Je crois que c'est l'équivalent des voitures diesel C'est ça. dans Marseille. Bon, euh, il y a 2 choses, hein. Je crois je suis convaincu de l'exemplarité. C'est-à-dire que si tu veux, moi, je vais depuis un certain temps au bureau à vélo. Alors, il se trouve que mon bureau est pas très loin, mais j'habite sur un plateau et je travaille sur un plateau. Donc, j'ai 700 mètres de dénivelé à me taper, j'arrive, je suis Ouais. dead, je reviens le soir, je suis mort, j'ai fait 2 douches dans la journée. Bon, évidemment que je fais ça purement par exemplarité et en fait, l'impact premier que ça a, c'est que ça touche mes enfants qui vont à vélo à l'école. Ils prennent plus le bus, etc. Et donc, qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi, tu ne l'empêcheras jamais. Bien sûr. Par contre, si petit à petit, tous les gens, une majorité des gens se met à avoir un comportement, je dirais, raisonnable. Je ne suis pas en train de tout péter d'un coup, hein. Il faut que ce soit mis en place par petits bouts, mais faire un compost, aller au boulot à vélo ou en transport en commun, éviter de prendre sa voiture sans raison, euh, regarder les émissions, non pas en 4K sur Internet parce que ça bouffe une bande passante et une énergie démentielle. Euh, donc je crois que si chacun fait un effort, même aussi ridicule soit-il, hein, si tu veux, moi je dois dépenser, je fais 5000 km par an avec ma voiture. Le fait d'aller à vélo ou pas, c'est complètement idiot, c'est un impact nul. Ça n'est pas, je fais un tout petit micral 10-25 économie d'énergie. Mais par contre, il y a plein de gens qui me voient passer avec mon casque jaune, ma veste orange ridicule, et qui me voient pédaler, suer comme un damné. Et donc, J'aimerais c'est voir ça. ça qui compte. Voilà. C'est l'exemplarité. Et on touche presque à la vertu philosophique en fait, où c'est la vertu. C'est la vertu où justement, toi, tu fais ce qui te paraît être bon. Mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose que je lisais un article dans un journal, je sais plus lequel, mais peu importe, justement sur les sondages par rapport au vaccin. Par rapport au vaccin, et c'était justement des statistiques sur l'évolution entre la part de pro-vaccin et enfin, même si bon, le terme de pro-vaccin et anti-vaccin, mais bon, bref, Oui, voilà, on va pas rentrer dans on ce, comprend. voilà, mais et du coup, où justement, petit à petit, par rapport au comportement de la masse, eh ben, les anti-vaccins reculaient par rapport aux pro-vaccins, et ça rejoint un peu ce que tu dis justement, où à Exactement. partir du moment, mais c'est pareil pour les masques.
C'est C'est pareil tout pour les gestes pareil. barrières, c'est pareil pour... Et ça s'est fait comme ça petit à petit, parce que Voilà. petit à petit, tu vas dans un magasin, il y a 3 personnes qui vont porter un masque, et petit à petit, les gens vont le voir, vont par mimétisme le faire, et ça va se propager. Mais le problème, c'est que ça Voilà. prend du... Alors, en fonction Ça prend du temps, ça prend du mais temps. tout prend du temps. Oui, bien Et sûr. par exemple, pour préparer ton émission sur ton canal Twitch, tu as mis du temps à contrôler tout le système. C'est pas anormal que ça prenne du temps. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où on a compris un truc, moi j'arrive à convaincre des anti-vaccins, des personnes âgées, je leur dis, vous savez, il y a zéro. Il n'y a pas zéro risque, mais votre vie, elle va être complètement changée. Vous êtes enfermé chez vous, vous ne voyez pas vos petits-enfants, vous ne pouvez pas aller boire un coup, aller au resto. C'est l'enfer. On vous fait une injection, dans 95% des cas, ça va fonctionner. Ça vaut pas le risque, on ne veut pas la chandelle. Moi, la réponse est oui. Bien sûr. Si tu veux. Et donc, je crois que on peut convaincre. Il faut essayer de convaincre ses contemporains de petites choses et surtout, il ne faut pas stigmatiser les gens. Complètement. C'est qu'il ne faut pas Complètement. dire, parce que le gars, que tu penses qu'un type qui roule en 4x4, c'est pas bon pour la planète, tu as le droit. Je le pense aussi, et très bien. Mais je ne vais pas lui dire. Par contre, je vais prendre mon vélo, et s'il me demande pourquoi je prends mon vélo, je lui dirai, je prends mon vélo parce que je pense que c'est mieux pour la planète. Mais en aucune manière, tu vois, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les gens qui sont contre les vaccins. Il faut à la rigueur leur donner Tout à fait. des outils. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques, je veux dire, tous les vaccins, moi je me souviens pour mes enfants, on m'avait demandé est-ce qu'on les vaccine contre l'hépatite B. Et donc il y a 20 ans, il y avait une rumeur qui disait que le vaccin contre l'hépatite B induisait une, une maladie neurodégénérative Ouais, dont le nom m'échappe. on Peu entend importe. souvent parler de ça. Voilà. Et donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que je ne comprenne pas. Donc j'ai pris toute la documentation scientifique sur le sujet. J'ai commencé à lire les articles sur les vaccins et ce potentiel problème. À l'arrivée, les vaccins, il y avait un problème sur 10 000, c'est-à-dire quand on injectait un vaccin à un enfant, sur 10 000 enfants, il y en avait un où ça ne se passait pas bien. Ouais. Et puis ce problème de maladie hypothétique, il n'avait été jamais mesuré. Alors, il existait peut-être, mais on n'avait aucune preuve, ni pour, ni contre, donc très bien, mais ça veut dire qu'on n'en avait pas vu un seul effet, une seule fois. Donc, le bénéfice-risque pour mes enfants, c'était 1 sur 10 000 problèmes, mais je les protège toute la journée pendant 50 ans de l'hépatite B. Et donc, j'ai choisi de faire ça sur mes 3 enfants. Complètement. Il faut être raisonnable. Tu prends ta voiture, d'accord ? Tu as 3500 morts par an sur la route. Je ne te parle pas des 35 000 blessés, paralysés ou des conneries comme ça. Je te parle juste des 3500 morts. Donc, il y a 365 jours par an. Ça veut dire 10 morts par jour. Donc, tu prends ta caisse, la chose que tu meurs n'est pas nulle. Hein. Complètement. Et donc, elle est bien supérieure au problème que tu pourrais avoir avec un vaccin. Bon, il faut juste essayer de convaincre les gens d'avoir une vision rationnelle d'un problème. Et souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas toutes les billes pour pouvoir juger. Et donc, c'est à toi de leur fournir les informations pour essayer de les convaincre. Mais de surtout pas stigmatiser les gens qui ne font pas comme toi, parce que d'abord, on a peut-être tort. Exactement, mais complètement. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec... c'était pas un débat, hein, c'était juste une conversation avec un monsieur que j'ai vu sur Twitter. Parce que il avait dit, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Tu connais les journaux, tu sais, les journaux un peu parodiques, Gorafi. J'adore. Voilà, bon. Et donc du coup, ce monsieur disait que en gros, il y avait des gens donc qui croyaient, qui prenaient au premier degré ce que ce genre de journaux diffusaient, et que du coup, c'était les journaux, ce genre de journaux, donc par exemple le Gorafi, il citait le Gorafi, qu'il faudrait fermer. Et en fait, alors moi, mon raisonnement, alors je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, moi c'est ce que j'essaie de faire avec l'illusionnisme en tout cas, mais c'est plutôt au contraire, c'est un symptôme, le fait que justement les gens prennent ça au premier degré. Donc de toute façon, qu'on ferme le Gorafi, il y en aura toujours qui pourront se refaire, et voilà, et ainsi de suite. À l'inverse, ce qui est le plus efficace, c'est plutôt de donner les outils aux gens pour aiguiser leur esprit critique et comprendre que ce qu'ils voient, c'est du second degré, et que peut-être qu'il faudrait juste chercher un petit peu plus pour comprendre que ça en est, plutôt que juste dire attendez, on va vous protéger juste en essayant de fermer tout ça. Et ça revient un peu toujours au même en fait. C'est toujours la même chose, c'est de donner des outils aux gens pour mieux comprendre et mieux appréhender leur environnement en fait.
Alors, tu as dit un truc qui est fondamental pour moi. En fait, je pourrais résumer tout ce que tu viens de dire par le fait, c'est une question d'éducation. Il se trouve que l'éducation, ça vient évidemment par l'école, Mm. très bien. Mm. Ça vient majoritairement par les parents, Bien sûr. la famille, mais ça vient aussi par tout ce qui t'entoure. Donc tout système qui améliore l'esprit critique, tu vas voir un spectacle d'illusionnisme où on t'explique que le bonneto c'est une escroquerie, il faut faire très attention, il y en a genre un qui regarde derrière et tu te fais escroquer, ou que le Gorafi te raconte des idioties, mais il te raconte des idioties drôles et souvent vraies. C'est-à-dire que quand il y a un trait d'humour, le fond est toujours vrai et ça Ouais. fait rire les gens, mais le fond est intéressant. Et donc le Gorafi fait partie de l'éducation. Ouais. Fermer le Gorafi, c'est supprimer une partie d'éducation à l'esprit critique de nos contemporains. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord Voilà, avec toi. je suis, Et moi c'est pareil quand c'est la même chose pour moi. Il y a beaucoup de choses, tu vois, par exemple dans le débunkage qu'on voit sur YouTube notamment, où par exemple on va venir dénoncer des gourous, on va venir dénoncer des sectes. Je trouve que d'accord, mais on n'apporte pas forcément en faisant ça, on n'apporte pas aux gens les outils pour, parce que par exemple, bah, ok, on va taper sur un gourou, mais il y en a plein d'autres derrière. Il y en a des centaines. Et avec ça, on aura tapé sur ce gourou, ok, certes, mais on n'aura pas donné les outils aux gens pour pouvoir eux-mêmes combattre ceux qui restent derrière, quoi. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui et c'est ce qu'on voit peut-être un peu trop, je trouve. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui serait bien. Je pensais à toi souvent. Je fais souvent des interventions dans les classes, au collège, On ou a parlé. comme ça. Mais en fait, il faudrait faire des interventions de magiciens, de mais complètement. Mais ça, t'inquiète pas que c'est ce que je vais faire. L'esprit critique, si tu veux, ça marche vachement bien. Par exemple, quand tu fais le tour que tu m'as montré tout à l'heure, c'est évidemment scotchant. J'en reviens pas. Je suis éberlué. C'est magique. Et ben ça, les enfants, ça les marque. Si après tu leur dis, regardez, attention, ça veut dire que quelqu'un peut vous escroquer en jouant aux cartes avec vous, méfiez-vous, réfléchissez bien, soyez prudents. Donc ce côté apprentissage de l'esprit critique, c'est fondamental. Et le gros avantage de ce que tu fais, c'est le côté ludique et le côté justement palpable. Voilà, tout d'un coup, c'est un spectacle, c'est magique, c'est impressionnant. Et puis attention, je vous ai escroqué là, il n'y a pas de magie là-dedans. Exactement. Bah écoute, c'est marrant, tu vois, transition parfaite. J'ai préparé un petit tour. Alors tu m'en as parlé en fait quand on a discuté l'autre jour J'ai pris les pompons. Alors parce que je trouvais que c'était, ça résumait pas mal de choses. Alors pour ceux qui connaissent pas le tour des pompons, alors attendez, bougez pas. Ce que je vais juste faire par contre, je vais dézoomer un petit peu. Ça sera peut-être un poil plus simple. Hop, voilà, tac. Est-ce que je peux un peu dézoomer? Voilà. Allez, on dézoome un peu. Ça devrait le faire. Ok, alors le concept, les amis, en fait j'ai un tube, ok, et dans ce tube j'ai un pompon bleu, d'accord, qu'on voit ici, un pompon jaune, un rouge et un vert, ok. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le pompon jaune est relié au pompon bleu, d'accord. Donc le pompon jaune est relié au pompon bleu. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le pompon rouge est lui aussi relié au pompon bleu, d'accord. Donc le pompon bleu est relié au pompon rouge et le pompon jaune est relié au pompon bleu. Donc, si le pompon jaune est relié au pompon bleu et que le pompon bleu est relié au pompon rouge, eh ben en fait, on en déduit directement que le pompon jaune est relié au rouge, puisqu'il lui-même est relié au bleu, qui lui-même est relié au rouge. Vous voyez ce que je veux dire. Tu me suis, hein, Laurent, tu me suis. Tout à fait, je suis éberlué. Je sais comment ça va se terminer. Alors, ce que j'ai oublié quand même de te dire, Laurent, c'est que le pompon vert est relié au pompon rouge, en fait. Ah, ça j'avais oublié de le dire. Donc, si le pompon rouge est relié au vert et que le rouge est relié au bleu, donc ça veut dire que le vert est relié au bleu, puisque lui-même est relié au rouge. Et ça c'est quelque chose que je trouve formidable, parce que intuitivement, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'on se dit? On voit quelque chose qu'on ne comprend pas. On voit un phénomène, on voit des pompons qui sont reliés tous entre eux, et il y a un truc qui ne va pas, parce qu'on a une ficelle sur chaque. Donc qu'est-ce qui se passe intuitivement? Rasoir d'Occam, on se dit... Ça se passe dans le tube, automatiquement. Et c'est ça qui est fort en magie. C'est que là, c'est une mécanique, en fait, où on se dit, on raisonne, on essaie de comprendre, et on se dit, bah, en fait, c'est juste dans le tube. Mais c'est ça qui est fort dans la magie et dans l'illusionnisme, c'est qu'en fait, au milieu, il n'y a strictement rien, en fait. Vous voyez?
C'est vraiment, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de, il y a vraiment rien, il y a vraiment rien. Et après, du coup, quand on a vu ça, ben on commence à délirer, on commence à se dire, tiens, on peut faire un petit bonhomme avec ça, mais toujours est-il que le pompon jaune est toujours relié au pompon bleu, le pompon bleu est toujours relié au pompon rouge, et du coup, le jaune est toujours au rouge. Enfin voilà, on s'y perd quoi, on s'y perd. C'est magique. C'est magique. J'adore ce tour. Mais il est génial, il est génial. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est une belle illustration par rapport à ce dont on parlait. Et voilà, parfois on observe des choses. Alors attends, bouge pas, je vais remettre mon zoom comme il faut parce que j'ai. Voilà, tac. Il y a parfois, on observe des choses, il y a des choses qu'on comprend pas. Et des fois, ben, on va se mettre à raisonner très vite. Et parfois, ce qui paraît intuitif, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu viens de dire un mot qui est très important. Ce qui est intuitif, c'est jamais bon. Des fois ça aide, mais il faut se méfier. Tout à fait, tout à fait. Très souvent, bah, enfin, je le vois en illusionnisme parce que très souvent, ce qui est assez incroyable en illusionnisme, c'est que la plupart du temps, le truc est assez simple. La plupart du temps, c'est très simple. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des tours où c'est vraiment très, très, très intelligent, il y a des choses, mais la plupart du temps, c'est simple. Et c'est fou de voir à quel point les gens, en fait, vont chercher à comprendre en allant chercher des choses, mais qui sont extrêmement compliquées Complexe. et Ouais. auxquelles on n'aurait même pas pensé et qui seraient même pas réalisables, en fait. Et la solution la plus simple, c'est jamais celle qui vient, enfin quasiment en tout cas, jamais celle qui vient en premier. Et ça, du coup, bah, toi, en recherche, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi? C'est-à-dire que tu as un problème qui est posé, et du coup, est-ce que parfois, on va chercher des solutions qui sont... Est-ce que ça, c'est calcable, si je puis Disons m'exprimer que comme ce ça? qui se passe, c'est qu'en général, il y a deux parties. Il y a la partie, je dirais, penser à résoudre un problème, d'accord? Où là, forcément, tu vas te dire, bon, ben, pour résoudre ce problème, cette particule qui existe ou qui n'existe pas, ce truc qui est bizarre, comment je pourrais faire? Donc, à ce moment-là, tu vas proposer un détecteur ou une mesure, tu vas proposer une mesure. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu vas commencer à vouloir faire cette mesure, tu vas t'apercevoir que tu t'es trompé, c'est soit beaucoup plus compliqué, soit plus long, soit ton système n'est pas adapté. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, tu vas tendre vers quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus faisable, beaucoup plus raisonnable. Donc il y a deux choses. Tu parlais du rasoir d'Occam, ça c'est un truc fondamental en physique, c'est-à-dire que on cherche par construction ce qui est la solution la plus simple, et souvent ça marche. Je fais une parenthèse sur le boson de Higgs. Ouais. Le boson de Higgs était la solution à un problème global en physique des particules, et c'était la solution la plus simple. Mais il y en avait d'autres, beaucoup plus complexes, D'accord. beaucoup plus compliquées. Et il se trouve que c'est la solution la plus simple qui est la bonne. C'est Le super rasoir intéressant. d'Occam, c'est pas mal. Maintenant, je dirais que, en effet, à partir du moment où tu décides de faire une mesure, tu pars, tu es très ambitieux, puis petit à petit, tu t'aperçois que en fait, c'est beaucoup plus compliqué, et tu améliores petit à petit. Tu finis par tomber souvent sur un mécanisme de détection qui est relativement simple par rapport à ce que tu avais imaginé au départ. C'est intéressant, et c'est drôle de voir comment ça s'applique quasiment partout et à tout. Cette règle où l'explication la plus simple est souvent la plus bonne, la meilleure en fait. Et, euh, et Euh, c'est... il faut être méfiant. Oui, Juste une remarque. complète. Euh, Vas-y, vas-y. Prenons l'exemple du soleil Ouais, qui se lève tous les matins à l'est oui, et qui se couche tous les jours à l'ouest. c'est un bon Donc il contre-exemple. est naturel de penser que le soleil tourne autour de la Terre, ce qui est juste. Ça n'est pas faux ou c'est juste, c'est simplement que tu as choisi comme repère C'est intuitif. la Terre, et puis tu dis bah, le soleil tourne autour. Alors il se trouve que quand tu fais ce choix-là, malheureusement ça rend très complexe le parcours de Mars dans le ciel. Et donc les anciens avaient un problème parce que Mars dans le ciel il fait ça. C'est bizarre. D'accord, Et donc la j'ignorais. planète Mars, elle fait un mouvement assez bizarre en forme de concombre. Et D'accord, donc c'est parce qu'ils avaient dans la tête un choix de repère qui était la Terre est fixe et le Soleil tourne autour. Du jour où Copernic arrive et dit, bon, on va changer notre façon de penser et notre façon de voir. Si on supposait que le Soleil est au centre
et que la Terre tourne autour, à ce moment-là, Mars tourne autour aussi. Et donc, si tu veux, des fois, il y a des choix de pensée qui simplifient de façon infiniment le problème, et que des choix de pensée qui ne sont pas malheureux, mais qui sont naturels. Le Soleil, naturellement, on a la sensation qu'il tourne autour de la Terre, si tu veux. Mais ça te conduit à une complexité du problème qui fait que tu as du mal à comprendre ce qui se passe. Bien sûr. La simplicité exclut pas de chercher et justement d'aller à l'encontre de sa propre intuition au final. Voilà. Parce que, Il faut toujours avoir une confiance libre. Notre cerveau ne fait que nous escroquer. Et tu es le premier à en profiter. C'est-à-dire que ton boulot, c'est de savoir comment mon cerveau fonctionne et tu m'escroques à chaque fois. Donc, je suis méfiant comme la peste de mon cerveau. Mais c'est important. Je sais que je ne lui fais pas confiance. Et c'est là où l'illusionnisme c'est un outil qui est puissant et qui est sous-exploité par rapport à ça aussi, qui a été trop sous-exploité parce que souvent on a une image d'illusionnisme un peu enfantine, quelque chose d'un petit peu, voilà, c'est pour les enfants, la magie, tout ça. Mais c'est vrai que au-delà de tout ça, au-delà du rêve, au-delà de... Il y a tout ce que ça nous montre et tout ce que ça nous explique sur comment on fonctionne et quelles sont nos failles, quoi. Et c'est passionnant. C'est passionnant. J'avais envie... j'ai vu une interview d'Étienne Klein il y a quelques jours et il a dit quelque chose que je trouve... très intéressant. Il dit beaucoup de choses bien. Hein. Il dit beaucoup de choses bien, cet Étienne Klein, quand même. Quand il parle... si tu as l'occasion de faire de la publicité pour son bouquin qui s'appelle Le goût du vrai, c'est un petit bouquin qui fait une quinzaine de pages ou une vingtaine de pages. Ça coûte 3 francs 6 sous, 3 euros. À tous les gens qui te suivent, tu leur conseilles parce que... Je vais partager ça. C'est absolument c'est limpide, cristallin, et c'est venu après qu'il est lu dans le Parisien au début du mois de mars 2020, un sondage à qui on demandait aux gens est-ce que vous pensez que le virus du Covid n'existe pas, enfin non, c'est que l'hydrochloroxine soigne le Covid. Oui, c'est ça. Que l'hydrochloroxine ne soigne pas le Covid, et le vous ne savez pas. Voilà. Et la réponse, il y avait 20% de gens qui disaient qu'ils ne savaient pas, et tout le monde aurait dû dire ça. Personne ne savait. Et donc, ce petit bouquin, ce monsieur, il est extrêmement fort pour vulgariser, expliquer, et puis il a des positions extrêmement dur, solide, robuste sur la démarche scientifique, et je l'aime beaucoup. Il est structuré, c'est ça d'ailleurs qui a accouché de ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu, l'ultra-crépidarianisme. Oui, voilà, c'est ça. Qui justement, alors c'est une expression, alors son origine est latine je crois, où c'est le cordonnier ne devrait pas aller plus loin que la chaussure. Sous-entendu, quand on ne sait pas, on évite d'en parler, ou en tout cas, il faut toujours garder en tête qu'on n'est pas compétent pour parler de choses dont on n'est juste pas compétent en fait. Je pourrais te donner un exemple simple. Ça, par exemple, les gens qui parlent du climat alors qu'ils font de la recherche fondamentale. Tu as un exemple en tête, Laurent? Je ne sais pas. Et donc du coup, je vois passer un extrait d'une interview qui date il y a quelques jours, et il a dit quelque chose. Je voulais t'en parler parce que je me suis dit tiens, on va en parler avec Laurent, je trouve ça très intéressant, où il faisait le distinguo entre la science et la recherche. Et où il disait que la science, alors je vais essayer de reprendre un peu son idée, je vais le dire de manière bien moins brillante que ce monsieur, mais la science, donc ça correspond à un corpus de bonnes réponses à des questions qui sont bien posées, mais qui ne correspondent pas à une vérité absolue. Et donc c'est là-dessus que je voudrais parler avec toi. Et donc du coup, à côté, la recherche, elle stimule quelque part justement ce corpus de réponses qu'on a pour apporter des arguments ou des contre-arguments. Et justement, c'est cet aller-retour. Mais la science en elle-même, ce sont des savoirs presque fondamentaux qui, si on veut les remettre en doute, il faut apporter des arguments solides. Par exemple, c'est l'exemple qu'il donnait, l'existence de l'atome. Pour remettre en cause l'existence de l'atome, va falloir y aller, va falloir apporter des choses concrètes et des arguments solides. Et du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette idée de science qui n'est pas une vérité absolue. Et ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est lié
à la vulgarisation ou aussi à cette illusion qu'on a, notamment grâce à Internet, que on peut accéder à tout et on peut tout savoir. Et du coup, j'ai l'impression que les gens ont tendance à confondre science et vérité absolue. Et que selon beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'ils se disent bah, la science se prétend donner une vérité absolue et asséner des théories qui bah, finalement ne sont pas si vraies que ça. Mais la science ne se vante pas d'avoir la vérité absolue. Et selon toi, d'où ça vient presque cette obsession de beaucoup de personnes de se dire la science, ça se veut être la vérité absolue? Non, je crois que en fait, si tu veux, c'est toujours un peu la même chose, c'est que euh, si je prends un caillou dans ma main et que je le laisse tomber, bon, il tombe. Donc la science, elle va essayer de répondre à pourquoi le caillou il tombe, d'accord? Et donc il se trouve qu'il y a plein de conséquences à ça. Et les plein de conséquences à ça, c'est le fait qu'on est capable de faire des voitures, des trains, des avions. Tout ce qui tourne autour de nous, ça date de Newton, d'accord? Et c'est parti d'une pierre qui tombe bêtement. Tout ça, il y a le seul apport de Einstein, c'est pour le GPS et pour le positionnement, parce qu'il y a des décalages dus au fait que les satellites tournent un peu loin de nous, et donc il y a un décalage de temps sur les horloges atomiques. Mais sinon, tout ce qu'a dit Newton, ça nous permet de survivre et de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, comment dire, il y a une perte d'information. Les gens ne pensent pas à cette espèce de long parcours. Et par exemple, si tu veux, moi, il y a un exemple que je prends toujours, c'est que le nombre de gens autour de moi qui utilisent une carte de crédit, Ouais. qui prennent leur carte de crédit, ils payent leurs courses, ou ils vont au distributeur de billets de banque, ils récupèrent. Et tu peux regarder, tu te demandes autour de toi, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça marche? C'est vrai. Et la réponse, c'est personne ne sait. Comment marche un transistor, une radio, ou comment fonctionne mon ordinateur. Et donc, en fait, si tu veux, il y a une perte d'information. Comme il y a une perte d'information, il y a une sensation de perte de pouvoir, de contrôle. Et à ce moment-là, si tu veux, comme ça marche, les gens font une espèce de raccourci en disant la science, c'est la vérité, puisque ça fonctionne. Et après, oui, mais en fait, ils nous escroquent. C'est, il y a probablement une volonté de récupérer un peu de pouvoir sur ce qui entoure les gens. Donc, la seule chose qu'il faut convaincre les gens autour de toi, c'est que moi, je passe mon temps à essayer d'abord de poser une question qui soit pas trop bête. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche, c'est d'abord de trouver la bonne question. Des questions Parce bien que, posées, comme dirait Étienne voilà, Klein. c'est ça. Et donc, il faut d'abord réfléchir à ce que tu veux faire comme mesure, quelle est la question que tu te poses et comment tu vas y répondre. Donc déjà, c'est un premier point. Et moi, je passe ma vie, tout à l'heure, j'ai décrit à grandes lignes ce qu'on appelle le modèle standard, c'est-à-dire que c'est la description des 6 quarks de matière fondamentale, des 6 leptons. Donc d'un côté la matière, de l'autre côté les interactions, le boson de Higgs qui permet d'avoir un modèle cohérent. Donc tout ça, c'est des pages et des pages de théorie, mais moi je passe ma vie à essayer de montrer que c'est faux. Oui, C'est-à-dire que la recherche passe son temps à essayer de démontrer que tout ce qui a été fait avant est faux. Et tant que tu n'as pas démontré que c'est faux, on considère que c'est pseudo-vrai. bien sûr. Et en particulier, juste pour terminer sur le modèle standard, en fait, on a un terme chez nous on parle de modèle effectif. D'accord. Et alors, pour donner un exemple simple, c'est que Newton, il a quand même écrit F égale ma, la force est égale à la masse fois l'accélération, ou P égale mg, d'accord? Grosso modo, avec ça, tu fais tout ce que tu as autour de toi, tu fais avec ça. Bon, pas de l'électronique haute vol, mais disons, tout ce qui est mécanique autour de toi, c'est Newton. Eh bien, il se trouve que la mécanique classique, c'est une théorie effective. Elle est vraie que dans une certaine plage d'énergie. Et que si tu veux, par exemple, regarder l'univers, eh Ouais. ben, c'est pas bon. Donc, tu prends une théorie plus grande qui s'appelle la relativité générale d'Einstein. Mhm. La relativité générale d'Einstein, elle est vraie pour les distances correspondant à la mécanique classique de Newton et elle donne les mêmes résultats. Et puis, dès que tu décides de faire un calcul ou une mesure plus grande, eh ben, elle fournit des résultats justes au-delà de ce qu'est capable de faire la mécanique classique. Donc, la mécanique classique est une théorie effective. Il est probable que la relativité générale est une théorie effective aussi et qu'il existe une théorie encore plus grande
qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas, et qui mettra à bas certains résultats de la relativité générale, mais pas tous les résultats qui Bien auraient été sûr, trouvés, puisqu'on les aura vérifiés, ni tous ceux de la mécanique classique. bien sûr. Alors j'étais long. Hein. Et non, non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et du coup, ça boucle un peu la boucle sur justement cette idée de vérité absolue et que détiendrait la science, ce qui n'est pas Il n'y le a pas de cas. vérité. Voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. D'ailleurs, il y a un problème philosophique, mais moi je ne connais pas bien ça. Mais D'accord. c'est toujours, tu sais, c'est le fait de savoir est-ce que quand je regarde pas la Lune, elle existe. Ah, d'accord. Bon, alors, moi je fais partie des gens qui pensent que la Lune existe sans Laurent Chevalier, mais bon, ça c'est. Mais plus profondément, la question qu'on peut se poser, c'est quand même, il est assez bizarre que les mathématiques euh, soient l'outil parfaitement adapté à décrire la nature. C'est-à-dire qu'on a développé un outil, et qui dans un premier temps, c'était compter les moutons dans un après, Ouais. mais n'empêche que ce truc-là a été développé, ça te permet de comprendre des choses absolument fondamentales de ce qui t'entoure. Et là, tu peux te poser la question de savoir, est-ce que en fait, tout ce qu'on croit voir ou ce qu'on croit comprendre, ça passe par notre cerveau. Donc en fait, on s'escroque nous-mêmes, si tu veux. Notre cerveau nous trompe. Alors évidemment, on a développé les outils qu'on croit être objectifs, mais qui ne le sont pas du tout. Bien sûr. Et donc, enfin, en recherche, on passe son temps à essayer de ne pas croire à ce que notre cerveau nous dit, ce que les outils nous donnent comme réponse, pour essayer de voir si on a une perception d'une réalité objective. Et la réponse est je ne sais pas. Exactement, c'est je ne sais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vrai que c'est quelque chose qui est difficile, le je ne sais pas. On le voit, c'est difficile d'accepter. On polarise tellement tout que c'est difficile voilà, quand on dit je sais pas, on est presque catégorisé comme bah, on prend pas parti. Et c'est ça qui est compliqué aussi à essayer Oui, de la faire nuance, ça comprendre. manque. Voilà, La nuance, ça complètement, manque. complètement, Je suis assez d'accord que des fois, ceci dit, en 140 caractères sur Twitter, certes. la nuance, c'est compliqué. Tu prends Certes. Chateaubriand, Victor Hugo, Voltaire, Ah, ils avaient un peu plus de ils caractère. ont mis des millions de caractères pour pouvoir exprimer. Mais Je comprends que ce soit compliqué. et ce que tu disais, ça rejoint aussi la question, cette question philosophique de est-ce que les mathématiques préexistent dans la nature ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a inventé, Mais développé. Ça, c'est passionnant aussi. ça c'est des questions intéressantes, si tu veux. Mais Ouais. je pense que les gens ils pourraient passer une vie Ah oui, non, sans mais pouvoir y répondre. je pense qu'on Mais peut devenir fou. voilà, je pense. Mais si tu veux, c'est intéressant de voir à quel point les mathématiques sont un outil euh, absolument fabuleux. C'est-à-dire que les gens ont développé des trucs Magnifique. dans le début du XXe siècle. Moi, un de mes mathématiciens favoris, c'est Évariste Galois. Alors, Ok, tu devrais dire à tes suiveurs que ils vont Évariste t'entendre. Galois, ils vont chercher la page Wikipédia. C'est Ouais, un type qui est mort à 23 ans, 21 ans. d'accord. Il est mort dans un duel, connement. Et Ok, ça me dit quelque chose. ah bah oui, Oui, et alors ce j'ai gars-là, dû. il a développé en Prof de une maths. semaine avant de mourir, un truc comme ça, ou 2 semaines avant de mourir, D'accord. euh, ce qu'on appelle la théorie des groupes. Ok, Et d'accord. alors la théorie des Ouais, groupes, ouais. c'est un truc très simple parce que je pense que tout le monde a été en troisième et a résolu les équations du second degré. Donc tout le monde a vu ax2 plus bx plus c, et puis il y a quelqu'un qui t'a dit bah, c'est facile, il y a des solutions, blablabla, paf. C'est pré-mâché, on y Et, va. moi, quand j'étais petit, je m'étais dit, ah, c'est bien ça. Puis après, il y a les équations du troisième degré, du quatrième degré, du cinquième degré, du sixième degré. Et puis un jour, on m'a dit, bah non, Laurent, de toute façon, cinquième degré, il n'y a plus de solution réelle. Il n'y a pas de moyen de trouver. Et ça a été démontré, non pas par un algébriste, par un mec qui fait de l'algèbre, mais par une théorie des groupes. Et ce pan de mathématiques, c'est un truc que j'utilise tous les jours, moi. Et ce pan de mathématiques qu'on appelle la théorie des groupes, ça permet de mettre en place les symétries. Et les symétries, c'est ce qui dirige l'univers tel qu'on le comprend aujourd'hui. Voilà. Donc ce petit gars-là, même mort à 21 ans, il a fait un carton C'est beau. intellectuel monstrueux. C'est beau. C'est beau. On a Laurent Melot qui a dit dans le chat tout à l'heure, oh merci Laurent, belle preuve d'humilité. Je pense qu'il faisait référence au moment où tu as dit, où tu as parlé, où on parlait d'ultra-crépidarianisme et où tu as dit que J'ai été l'ultra-crépidarianisme pris à c'était. 2 reprises à dire des conneries. J'ai parlé des vaccins et j'ai parlé du climat. Exact. Alors que je devrais parler que du boson de Higgs. Ouais, c'était bien ça, c'était bien ça. Non, bah oui, bah, ça fait aussi partie de l'esprit critique Alors,
bon, c'est un grand mot, mais de la zététique aussi, voilà, de se remettre en question et d'avoir l'humilité de dire bah, je ne sais pas, et Et je fais une parenthèse, je dis souvent ça, moi je file des cours à des étudiants, et donc la meilleure réponse, c'est je ne sais pas, hein, parce que les étudiants qui essayent de t'escroquer, ça passe mal, si tu veux. Ils te Ouais, prennent pour un con, donc ouais. forcément, tu le prends mal, Hmm. à tort. À tort. On devrait être plus. Mais quelque part, si tu veux, quand il te répond un truc en pensant qu'il va réussir à t'escroquer sur un domaine que tu connais parfaitement bien, alors que je ne sais pas, c'est une bonne réponse. Moi, c'est ma meilleure Ouais. réponse, en tout cas, la plupart du temps. C'est important, et je pense que ouais, aujourd'hui on a besoin de retrouver je ne sais pas, et l'humilité, c'est pas grave après tout de pas savoir, au contraire, C'est c'est comme pas ça qu'on apprend. anormal. Et je crois que c'est un problème de la politique fondamentale, c'est que rares sont les politiciens qui disent je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il leur dit, ah mais voilà, Hey, par faut exemple, trancher. un exemple simple, si tu veux, la gestion du Covid, c'est un cauchemar total. Je suis infiniment content de ne pas avoir à prendre des décisions, à organiser. C'est un cauchemar. C'est un Et casse-tête. donc, si tu veux, tous les gens qui attaquent le gouvernement Ouais. sur les masques, les vaccins, tout ça, ça manque. Mais tout ça, ça manque. C'est-à-dire que c'est une erreur qui a été faite avant par d'autres gens, d'accord? Bien sûr. Mais euh, on ne peut pas accuser les gens aujourd'hui qui gèrent le bazar, qui font la cuisine, aussi malhonnêtes, incompétents ou intelligents qu'ils soient. Je ne discute pas. Je dis que c'est très compliqué. Et Mm. donc, il faut être un tout petit peu modeste dans ces jugements du système dans lequel on vit, en se disant, si jamais on m'avait demandé à moi de vacciner 60 millions de gens en un mois, est-ce que je m'y serais pris mieux Tu que... m'étonnes. Donc, Et, patience. et d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné quand le politique au début s'est aligné sur le scientifique, où bah, les scientifiques ne savaient pas, parce que Et oui, c'était. Et où les politiques bah, ont dû dire bah, on ne sait pas, les scientifiques ne savent pas, on ne sait pas plus, et le tollé. Mais oui, parce qu'on ne on comprend ne pas qu'on ne supporte puisse pas. pas comprendre. Voilà. C'est. Et le truc, si tu veux, c'est que, en plus, moi, je fais des trucs simples. Tu vois, par exemple, quand le boson de Higgs, c'est simple au sens où Ouais, on fait, on est capable de calculer simplement l'interaction de deux objets. Deux objets. On va dire, ouais, ouais. ici j'ai un objet ponctuel, je fais les trucs avec, je sais faire, je sais calculer, je sais mesurer. Si j'en avais trois, ah, je sais plus. C'est chaotique. Chaotique, c'est-à-dire que j'ai des solutions, je peux en trouver, mais Ouais. c'est beaucoup moins certain, c'est beaucoup moins déterministe. Et là, on est en train de parler d'un virus. C'est pas 3 degrés de liberté, ou 3 objets avec 6 degrés de liberté. Non, c'est des milliards de degrés de liberté. Donc, moi, j'étais triste pour tous ces scientifiques travaillant là-dessus, parce C'est qu'on dur, leur hein. demandait Ouais. des trucs. Mais comment peuvent-ils... Écoutez, on va mesurer, on va voir, on va essayer de comprendre. Ça prend du temps. Donc, bon, voilà. Et Bon, Dark Rev- quatrième point Vas-y. d'ultra-crépandisme, je veux dire. C'est J'ai dur à dire, super hein. dérapé ce soir, hein. J'aurais pas dû prendre un verre de vin rouge avant de parler. Jamais avant de parler d'ultra-crépidarianisme. En plus, je suis pas foutu de le prononcer. C'est super dur à dire. C'est un exercice d'articulation. Mais les gens peuvent regarder les vidéos Des Klein. de Tien Klein. Alors bon, il y en a qui sont chiantes. Des fois, il fait un peu trop de philosophie, ça parle dans le vide, mais il fait des petites vidéos de 15 minutes, 10 minutes sur de la physique en général de base. Carrément. Par exemple, pourquoi tous les objets tombent à la même vitesse. C'est d'une limpidité cristalline. Et après, tu sais. Quand tu sais, c'est bon. Tu Et as gagné ta journée. il est fascinant à écouter. Et très bien. Il a une prosodie. C'est incroyable. Enfin, vraiment, Étienne Klein, je vais l'écrire dans le chat pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, il y a Dark River qui nous dit ouais, mais les gens ne font jamais cette démarche. Mais il faut pousser en tout cas dans cette direction-là, quoi. C'est dans la Tu sais, il y direction. a un truc sur YouTube. Régulièrement, j'efface tout ce que j'ai déjà vu. Oui, Parce que il me propose toujours ce que j'ai déjà vu. Donc l'effet bubble. j'efface tout et je découvre des trucs. Alors des fois, je découvre euh, du rap et je me dis j'aurais mieux fait de rester sur ce que je regardais avant. Mais il y a du rap qui est bien. Alors Elsan, c'est bien, mais il y en a vraiment, c'est du niveau. Bon, peu importe. Ce que je veux dire par là, je découvre un tas de saletés, mais par moments, je découvre des trucs super intéressants Hmm. que jamais j'aurais eu l'idée d'aller chercher. Donc il faut profiter des outils et Tout pas à fait. hésiter à se dire bon allez j'efface tout, tant pis, et je repars de zéro et puis voilà.
Ouais, complètement. Il y a Loremlo qui dit on va parler de rap, cool. C'est pas au programme. C'est pas au programme J'ai- encore, mais bon. Bah, il faut que je m'excuse parce que moi, le rap, si tu veux, c'est NTM IAM. Ah, bah J'ai un écoute, grand trou. J'ai un trou de 25 ans. c'est la Et puis, base, les enfants m'ont fait écouter Orelsan. Je me suis dit, putain, c'est quand même vachement bien. n'est-ce pas? Et donc, si tu veux, je suis totalement incompétent. Cinquième point de ultra. C'est pas mal déjà. Écoute, écoute. Alors, je voulais aussi. Alors, on en avait discuté parce on avait parlé. Bah, c'était pendant le premier confinement, je crois. Bah oui, parce qu'on s'était contacté pendant Ouais. le premier confinement. Et du coup, on en avait parlé. Bon, parce qu'il y avait toutes ces vibrations autour du professeur Raoult. Et on avait parlé de pipolisation de la science. C'est une question que je t'avais posée. Et, euh, et du coup, ben voilà, parce que j'avais trouvé la discussion assez intéressante. Est-ce que pour le chat, tu pourrais un peu donner ton point de vue? Quels pourraient être les avantages, quels pourraient être les inconvénients justement où on met comme ça des scientifiques en avant? Parce que c'est vrai que à première vue, on se dit bah c'est cool parce que ça permet de mettre la science en avant. Mais Oui, est-ce mais que ça, alors, voilà, je t'en prie. bon, d'abord, je vais faire une petite remarque. Je crois que le taux d'imbéciles chez les scientifiques est le même que le taux d'imbéciles chez les boulangers, chez les magiciens, chez les informaticiens et chez les pêcheurs. Donc, le taux d'imbéciles, il est le même partout. Il est probablement constant. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, hein. Ça n'a rien à voir avec tes compétences. Tu as des imbéciles partout. Bien Donc, sûr, à partir du moment où tu as des imbéciles partout, tu peux être sûr que CNews va les trouver et va leur permettre de parler. malheureusement. Bon, ça, c'est un premier point. Hmm. Deuxième point, je crois quand même qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il y a forcément des choses à retirer. D'accord? C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait favorable à avoir des gens comme Jean Jouzel ou Delamotte, je ne sais plus son prénom. C'est des gens qui travaillent sur le climat depuis très longtemps, d'accord? Et ces gens-là, quand ils passent à la télévision, ils disent des choses simples, claires. Euh, Eux, ils font que analyser la situation et donner des prédictions, si tu veux, sur comment le climat évolue. Donc, c'est très bien qu'on les entende le plus souvent possible, le mieux possible. Je trouve que les émissions scientifiques, alors bon, j'écoute pas tout le temps parce que j'ai pas toujours le temps, mais euh, France Inter avec la Terre au carré, ou Klein, il fait un truc qui s'appelle euh, la conversation scientifique. Et D'accord, alors, il discute 1 heure avec un scientifique. En 1 heure de temps, tu as le temps de nuancer le propos, etc. évidemment. Si tu veux, Raoult, tout le monde a commencé à considérer que c'était un dieu, ensuite tout le monde a considéré que c'était un démon. Moi, je pense que c'est un type, bon, avec un ego un peu surdimensionné. On a tous un ego un peu surdimensionné, moi le premier, hein, mais disons Tous. que il a fait des choses bien, ce gars-là. C'est impossible qu'il ait fait que des trucs. C'est Évidemment. impossible qu'un mec comme ça il soit est devenu chef d'un truc comme le machin où il bosse. Donc, forcément, il a fait les choses bien. Mais si tu veux, je crois qu'en effet, le système de starisation, je ne sais pas comment on dit, enfin le fait Starification. starification, c'est pas très bon pour l'ego et ça te fait forcément à un moment donné dire des bêtises. Ouais. Et il suffit de reprenons toute la discussion qu'on a eue tous les deux pendant les minutes qui viennent de passer. Je t'ai parlé de choses que je savais sur le boson de Higgs, mais je t'ai parlé de plein de choses que je ne savais pas. Bien sûr. Donc, moi, je fais pareil que Raoul. Je ne suis pas différent, si tu veux. Donc, euh, il- c'est à la fois bien parce qu'il faut faire connaître des choses importantes, les problèmes de climat, les problèmes de biodiversité. Il faut donner aux gens des outils pour comprendre en quoi la vaccination, ça protège l'individu, mais la vaccination, ça protège la société, ça protège les gens autour de toi. Les gestes barrières, je ne suis pas sûr que les gens ont bien compris que quand tu rentres dans un magasin et que tu mets du gel, tu mets pas du gel pour toi, Bien sûr. tu mets du gel pour les autres parce que Hmm. tu vas toucher un truc, et donc si jamais tu es un porteur asymptomatique, tu vas contaminer un tas de surfaces. Donc il faut expliquer aux gens ce genre de choses. Bien À sûr. partir du moment où tu l'as expliqué, ça passera. Et c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure, ça met du temps. Mais oui, ça met du temps. Et donc, il faut permettre à certains scientifiques de parler en se disant, il y en a une proportion identique à mon garagiste qui sont des escrocs, tant pis,
je vais essayer de faire le tri. Euh, c'est un peu dommage, si tu veux, que les journalistes n'arrivent pas à faire le tri, mais c'est compliqué, je pense, Ouais, c'est normal. ouais, complètement. Complètement. Il y a- Donc, je sais pas si j'ai répondu. Tu vois, j'ai pas répondu à Complètement. ta Oui, question. non, mais voilà, mais tout ça, c'est une question difficile. Il y a Loremlo qui dit, qui dit l'effet Nobel. C'est vrai que moi, toute cette histoire, ça m'a un peu rappelé ce qui s'était passé avec le professeur Montagnier par rapport à Tout à l'homéopathie, fait. où justement, bah, biais d'autorité, il est prix Nobel. Et donc, du coup, bah, tout ce qu'il dit, c'est amen, quoi, entre guillemets. Exactement. Et Et si tu veux, c'est compliqué, Montagnier, parce que euh, il est donc l'auteur de la découverte, mais pas tout seul, hein. Il y ouais. avait du virus du sida. Mm. Et en fait, il s'est fait voler son observation par un laboratoire américain qui a combattu pendant des années en disant non, non, c'est nous qui l'avons trouvé. Et puis, si tu veux, ça a mis 20 ans pour montrer qu'en fait, l'ADN, enfin, ils ont démontré que le travail du professeur Montagnier et de son équipe était bien les découvreurs, et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de médecine. Mais tu vois, c'est comme tout le monde vieillit. Bien Tout le sûr. monde vieillit et c'est pas beau de vieillir. Et donc, mais pour un prix Nobel qui raconte, pour un ou deux prix Nobel qui racontent des conneries, t'as tous les autres qui disent des choses vraies. Et en Évidemment. général, ceux qui disent des conneries, c'est ceux qu'on écoute, Bah qu'on oui. entend, qu'on voit Ouais. partout. Mm. Mais tous les autres qui disent rien, qui restent en se disant bah non, c'est un peu exagéré. Surtout que si tu veux, je crois que la science, c'est surtout fait de gens qui ont pas très confiance en eux. Ouais. Ils ont tendance à faire 1000 vérifications où la totalité des gens vont en faire une seule. Bien sûr. Et donc, si tu veux, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes amis qui m'a demandé un truc très simple à propos du virus. Il m'a dit, mais en fait, le virus, il a été fait par un laboratoire chinois, par les Chinois. Il s'est échappé. Bon. Alors, je lui ai dit que cette hypothèse était possible, mais je pense improbable. Pourquoi? Parce que je connais le virus, enfin j'ai lu plein de trucs sur le virus de la grippe. Tu sais, le virus de la grippe, on sait d'où il part. Il Mhm. part d'une petite province de Chine où il y a des gens qui ont des, des porcs, ils élèvent des porcs, et puis au-dessus des porcs, ils élèvent des poules. Donc les poules euh, défèquent sur les porcs mangent les fientes de poules, et en fait, le virus de la grippe passe des volatiles, où il n'a pas d'impact, à un mammifère. Il se trouve que ces mammifères sont très proches des humains, et donc le virus passe aux humains. Comme on sait d'où ça part, on récupère les virus, on fait des vaccins, et après on protège Laurent Chevalier C'est important. 6 mois plus tard. Bon. Le mécanisme, il est super connu. Or, si tu veux, ce virus, ce Covid, c'est comme la grippe, c'est le même type de virus. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas supposer que c'est probablement. Mais tu vois, les gens vont avoir tendance à être. Je veux dire, la communauté scientifique a tendance à être prudente sur un sujet, Bien sûr. alors que, je veux dire, il y a un certain nombre de gens complotistes ou comment dire, ou des gens qui sont courtes de pensée qui ont tendance à asséner une vérité. C'est la grosse différence. Je crois que c'est ça. C'est que, en général, nous, on n'est pas sûr de ce qu'on raconte, et les gens qui ne sont pas d'accord, ils sont absolument sûrs qu'on a tort. On en revient sur le fait que la science n'est pas la vérité absolue et c'est la recherche est là pour ça. Bah, c'est Euh, là pour essayer d'être moins bête, mais tu sais, il y a du travail chez moi. je me doute, je me Oh, doute. putain, c'est pas facile, je peux te dire. Des petits remerciements, merci Angoax, merci Pouet003 et merci à Popowi pour les follow. Merci à vous, merci beaucoup, petits applaudissements. Eh ben écoute formidable. Alors, allez, dernier petit sujet, puis après j'arrête de t'embêter Laurent avec. Tu m'embêtes pas, c'est un vrai plaisir de Ah bah parler. écoute, formidable. Puis après je te ferai un dernier petit tour. Ah, Pareil, que je sais que tu apprécies, ça va être intéressant. Juste quelques mots par rapport à la physique quantique. Alors, c'est vrai que la physique quantique, on entend tout et n'importe quoi à son sujet. C'est vrai que ça a été repris par beaucoup de pseudosciences, de pseudosciences qui se veulent médicinales, l'énergie quantique, où on dit que tout est quantique, et du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les scientifiques qui sont quand même face à des problèmes et à des questions qui sont titanesques,
sur ces champs, sur ces champs-là. Et à un moment donné, il y a justement comme ça plein d'hypothèses en tout genre qui dérapent complètement chez certains. Et comment on fait justement quand on perd un peu le contrôle comme ça pour remettre un peu dans le droit chemin, on va dire, et dire bah non, bah, par exemple, la physique quantique, c'est ça, ou on ne sait pas que c'est ça, ou on ne sait pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Disons que prenons le problème un petit peu différemment. Vas-y, je t'en Moi, prie. qu'est-ce que je fais moi dans ma journée? Je dis bah voilà, en ce moment je cherche ce qu'on appelle la matière noire, la Ouais. dark matter, donc on ne sait pas ce que c'est. Mhm. On voit les effets indirects, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc avec un de mes collègues, on a dit bon bah nous on a une idée, on va faire ça comme mesure. Donc on organise la mesure, on va la faire, et puis il y a deux solutions. Soit on observe la matière noire, et donc on va à Stockholm, on reçoit le prix Nobel, etc. Non, c'est pas vrai. Soit on voit rien, ce qui est très probable, Ouais. plus que probable. Ouais. D'accord. Mm. Alors, premier point, en physique, une expérience négative est tout aussi importante qu'une expérience positive. Bien sûr. C'est-à-dire que ne rien voir, ça élimine un pan du problème et ça force tous les autres gens à aller voir ailleurs. Bien sûr. Donc il n'y a pas de honte à ne rien trouver ou que ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est comprendre, expliquer et documenter. Bon, ça c'est un premier point. Après, les gens vont utiliser le vocabulaire de la physique. Par exemple, si tu veux, il y a un truc qui est très simple, c'est nous, la théorie qu'on utilise, c'est une vraie théorie, c'est ce qu'on appelle une théorie quantique des champs. C'est de la mécanique quantique en relativité relativiste, c'est-à-dire que pour des objets qui vont presque à la vitesse de la lumière. Donc cette théorie quantique des champs, si tu veux, elle prédit un certain nombre de choses qu'on vérifie et qu'on mesure, et pour l'instant, on n'a pas vu comment dirais-je, d'écart à cette théorie. En fait, on l'appelle pour des raisons historiques le modèle standard. Ouais. Ces raisons historiques font que il se trouve que le modèle standard, il est complètement loqué. Toutes les mesures qu'on fait sont en parfait accord avec ce qu'on calcule. Et c'est bien ça mon problème à moi, c'est que je passe mon temps à essayer de trouver une solution pour montrer que le modèle standard est faux. Je sais qu'il est faux, je sais qu'il est effectif, il est juste comme la mécanique classique jusqu'à un certain point, mais après il est plus bon. Bon, moi j'essaye de montrer qu'il est plus bon après ce certain point, d'accord? Donc je sais qu'il y a un problème avec ce modèle standard, mais tout ce que je fais comme mesure, pour l'instant, me coince en me disant non, il est parfait. Et donc le terme modèle standard est devenu une référence. Aujourd'hui, il y a un modèle standard de la Lune, il y a un modèle standard du Soleil, il y a un modèle standard de la cosmologie. Donc, à partir du moment où les gens veulent valider une organisation, un calcul, ils parlent de modèle standard. Donc, ça m'ennuie un peu, mais bon, disons que tous ces modèles standards n'ont pas le même poids théorique et de mesure, d'accord? Donc, il y a plein de mots qui sortent de la physique, il y a plein de termes. La mécanique quantique en fait partie. Il se trouve qu'il y a plein de gens d'aigrefins qui utilisent ce genre de mots pour escroquer des pauvres pigeons. C'est un peu dommage, mais ça c'est un peu de ma faute à moi, c'est un peu de notre faute collective au sens où on n'enseigne pas bien les choses. Et donc, si tu veux, à partir du moment où quelqu'un se fait escroquer, c'est probablement qu'on n'a pas bien fait notre travail. J'ai pas bien fait mon travail d'éducation, de prof, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut essayer de faire autour de soi, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un te dit, mais si ça marche l'homéopathie, regarde moi, et là tu dis stop, moi, c'est mauvais, ça fait une personne. L'erreur gaussienne sur 1, c'est racine de 1, ça fait 1. J'ai 1 d'erreur sur 1, c'est 100% d'erreur. Donc tu dis, alors il va dire, ah oui, mais il y a plein de gens. Bah, il Ouais. suffit de regarder, il y a Ouais. des études scientifiques Oh, tout à fait il y sérieuses, a tout ce qu'il faut. statistiques, qui regardent l'homéopathie et qui montrent que ça a un effet connu qu'on appelle l'effet placebo. Ça marche parfaitement bien, c'est repéré par l'université de la faculté de médecine depuis toujours, donc l'effet placebo existe, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu absorbes, ça a à voir avec Bien le sûr. fait de te convaincre toi-même. Alors des fois c'est dû parce que tu manges des petites pilules sucrées, tu te dis ah bah oui donc ça va me soigner, Pas donc mal le sucre. Ça fait c'est pas hein, pour le mais, cerveau. mais dans 70% des cas, ça ne fonctionne absolument pas. Et puis le problème de l'homéopathie, si tu veux, c'est qu'il y a des gens qui se soignent Voilà. quand ils n'ont rien. C'est bien.
c'est ça. Mais quand ils se soignent avec l'homéopathie, qu'ils ont un Le cancer cancer. métastasé, Ouais, c'est un mauvais plan. c'est terrible. Donc tu vois, il y a un problème d'éducation Ouais, que je ne vais pas résoudre ici. La seule chose que bien je peux sûr. faire, c'est que demander à tous mes contemporains de partager leurs connaissances le plus possible et donc d'améliorer la connaissance générale. Voilà. Ouais, complètement. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que ça c'est quelque chose de très intéressant sur la question de l'homéopathie par rapport au déremboursement et tous les débats que ça a pu susciter. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je parlais avec des gens dans mon entourage par rapport au déremboursement de l'homéopathie, au-delà du débat, au-delà même du déremboursement, même si on met de côté le déremboursement, c'est oui, mais l'homéopathie, au final, ça fait de mal à personne. Et quelque part, oui, si t'as rien, t'as un petit bobo, tu prends un médicament, tu prends un traitement, tu prends de l'homéopathie à côté. Dans tous les cas, c'est ce que tu disais, c'est un peu de sucre et ça va pas faire de mal. Mais le problème, c'est quand il y a des homéopathes qui, sur des cas de cancer, parfois en phase bien avancée, prescrivent de l'homéopathie alors qu'on aurait pu les traiter avec des traitements, voilà, on tue des gens. On tue des gens et c'est là où il faut aussi faire bouger les mentalités par rapport à l'homéopathie. Il y avait un illusionniste, je pense que j'en parlerai un jour sur un live, un mec qui s'appelait, parce qu'il est décédé il y a un an à peu près, James Randi, et qui était un illusionniste qui a beaucoup œuvré dans la démystification et notamment contre l'homéopathie. Et à chaque fois qu'il commençait un spectacle ou une conférence, il avait pour coutume de prendre un tube de médicaments homéopathiques et il se l'enfilait en entier. Et du coup, voilà, pour montrer qu'au final, ça ne faisait strictement rien. Il faudrait que tu fasses une émission avec Gérard Majax. Écoute. Et que si tu rencontres Gérard Majax, tu m'invites. Ah ben... et je lui dirai à quel point ça a été mon héros quand j'étais petit, mais il doit avoir 90 ans ou 100 ans maintenant. Je sais pas, attends, je sais pas quel âge il a, Gérard Majax, mais tu sais, ça fait partie des gens, des illusionnistes que j'aimerais. C'est des vieux vivants pour moi. Ah, moi, bah écoute, si un jour j'arrive, il a 77 ans, tu vois. Écoute, si un jour tu réussis à le mettre dans ta émission ou n'importe quoi, moi je viens te voir à Limoges. Hein, je prends le train. Oh là 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 là. Je prends le train là, je te jure que je viens. Ah bah écoute, je vais tout faire alors. Je vais tout faire pour. Parce que ce monsieur, il a bercé mon enfance et il a, si tu veux, il a œuvré à une époque contre Uri Geller en disant que c'était un escroc total. Il a été vilipendé. Enfin, il a vraiment fait ce qu'il fallait pour essayer d'éduquer les gens. Tout à fait. Et il a utilisé son outil. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Exactement. Voilà. C'était utile, quoi. C'était utile. Ouais. C'est un divertissement, l'illusionnisme. Ça reste un divertissement, mais voilà, ça peut être utile. Ça éduque les gens. Exactement, exactement. Eh ben, écoute, je te propose un dernier petit tour, mon cher Laurent. Alors, tu vas voir, on va parler un peu de gravité ensemble. On va parler un peu de gravité. Je pense que ça va te parler. Alors j'ai un petit jeu de cartes complètement pas truqué. J'en crois pas un mot. Tu crois Regarde, je vais prendre une carte à l'intérieur, hop, au hasard. Et tiens, je vais en prendre deux. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un truc très simple. C'est que je vais faire tenir comme ça, voilà. Alors ça c'est quelque chose qui me fascine. Donc là en plus vous avez une vue plongeante sur ce qui se passe, donc on voit tout. Et moi ça c'est quelque chose qui me fascine toujours, c'est que chaque carte, alors je sais pas exactement tous les principes qu'il peut y avoir autour, mais chaque carte tient l'une par rapport à l'autre. Et ça je trouve ça merveilleux. Mais quand on est illusionniste, on arrive à faire des choses qui sont encore plus dingues, c'est-à-dire que même quand on enlève une carte, on arrive comme ça à déjouer un peu la gravité, ou en tout cas donner l'illusion qu'on arrive à le faire, et du coup cette carte arrive complètement à tenir, et si on la met comme ça à la verticale, ça marche aussi. C'est ça qui est fou. Alors je sais qu'on en avait parlé de ce tour, Laurent, et tu peux me redire la petite supposition que tu avais sur comment ça marchait. Je vais me ridiculiser, mais je m'étais dit que j'allais mettre un fil de plomb le long de la carte en bas.
Toi, ici, là. Voilà, Ouais. tu mets un fil de plomb ici, donc le fil de plomb, il va faire une fois le poids de la carte, et donc il va la maintenir à la verticale. Mais je sais bien que c'est pas ça. Mais moi j'adore ça, j'adore ça, ce genre de réflexion. Alors, mais le truc, en fait, c'est qu'on pourrait dire que ça vient du tapis. Je vais Ah oui, l'enlever tu fais ça sur autre chose, pour sur un montrer autre que... support. Ouais, genre, je vais mettre ça comme ça, voilà. Là, tout tient, c'est normal, mais ça continue à tenir, quoi. C'est fou. C'est fou. Alors, Et... tu vois, bouge pas ton écran là. Est-ce que Ouais. tu as un stylo à billes avec toi? Oui. Alors, est-ce que tu peux le mettre à la verticale comme ta carte, en Oui, le tenant regarde. droit du bout Regarde. du doigt? Voilà, parfait. Tu le mets, voilà. Ouais. Ah oui, mais c'est pas possible. Il faut le mettre sur la pointe, Ah, attends. Ah oui, vraiment un stylo à billes. sans salir ton écran là. Tac. Ouais. Donc le faire Bon, voilà, tenir. tu le mets sur la pointe, tu le tiens par le haut, tu le mets sur la pointe, tu le tiens avec un doigt par le haut, Ouais. voilà, et tu lâches. Bon. Et stop, bouge pas. Je bouge plus. Voilà, ça c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que je pars d'une situation symétrique, d'accord? Ouais. Et donc à ce moment-là, même si ton doigt a un peu bougé, je peux imaginer un mécanisme dans lequel ça soit fait de façon parfaitement lente, mais le stylo va choisir une direction, d'accord? Donc l'univers a choisi une direction à un moment donné, il y a 13,8 milliards d'années, et aujourd'hui, on est une conséquence de ce choix de direction. C'est pour ça que ta carte qui tient toute seule debout, là, je ne peux pas y croire. C'est pas possible. Mais c'est génial. En vrai, je devrais faire plus souvent de la magie avec toi, Laurent. On apprend des choses. C'est top. C'est top. Voilà. Alors, je voulais absolument, le faire parce que voilà, je sais que c'est quelque chose qui t'a plu donc voilà, je me suis dit tiens, je vais lui faire parce que ça va être. Alors en tout cas les gens, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube le TEDx donc si vous remontez un peu, je le remettrai de toute façon dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Le TEDx d'AgroParisTech qu'on a fait l'an dernier avec l'ami Laurent, qui parle... Et surtout le tien, le début du tien dans lequel tu mets tout le monde dans ta poche et que tu escroques tout le monde. C'est quand même ça, c'est top. Hein. Ah, c'est un beau souvenir, C'était génial. C'est un beau souvenir ce moment, mais c'est vrai que... Mais tu sais que secrètement, je te l'ai jamais dit ça Laurent, mais tu pourrais demander, alors je sais qu'il était là dans le chat, je sais pas s'il est toujours là, Sébastien, celui qui c'était le président de l'association TEDx, et je lui avais dit, il y a un de ceux qui a participé à la détection, à l'observation du boson de Higgs. J'ai trop hâte de le voir, ça va être incroyable. Et du coup, j'avais hâte de voir j'avais vraiment hâte de voir ton. Ouais, non mais vraiment. C'est vrai que je te l'avais jamais dit du coup, mais c'est vrai que ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Écoute Laurent, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation, c'était super cool. Écoute, peut-être qu'à l'avenir il y aura plein d'autres sujets sur lesquels on pourra discuter. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu en tout cas le chat. Écoute, je vais te laisser Laurent, moi je vais dire je vais papoter un peu avec mon chat encore un petit peu, je vais leur dire au revoir. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment, que c'était une bonne expérience. Un excellent moment. Bon, et ben allez, ciao. Et ben super. Bonne soirée, à plus tard Laurent. Merci beaucoup.